Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher, Google Podcast. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. Pour le 100e épisode de Sounds Like Portraits, j'ai rencontré Pascal Berner, doula de fin de vie à l'hôpital Mount Sinai à New York. Une journée par semaine, Pascal est volontaire pour accompagner des malades en soins palliatifs. Avant de passer de l'autre côté de la vie, il y a pour tous ceux qui sont restés conscients comme un miroir qui se dresse devant eux. Pascal est là, à côté d'eux, avec son petit chien Polka. Elle recueille leurs questions, leur histoire, leur détresse ou leur besoin d'un rire ou d'une caresse. Elle est tout entière, attentive, présente et sans jugement. Ne serait-ce pas là, indépendamment de la situation, la définition même de l'écoute? En ce 100e épisode, je voulais me poser la question avec vous, puisque Sounds Like Portraits n'existe que grâce à votre écoute. Écoutons donc Pascal, et pour commencer, elle m'a parlé de ce que toute sa vie, elle a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à être une femme libre et à grandir. C'est-à-dire une femme libre, c'est une femme qui sait dire non, qui n'a pas peur de ne plus être dans le groupe pour soutenir son idée. Et de grandir parce que ce qui est intéressant, c'est d'apprendre, de s'améliorer. C'est ça qui t'a amené à devenir doula de fin de vie, c'est ça? Être doula de fin de vie, tu utilises ces deux choses-là, c'est certain. Mais c'est pas ça qui m'y a amené. Ce qui m'y a amené, toute ma vie, m'est arrivé des tas de choses qui se sont regroupées les unes après les autres pour en fait m'ouvrir un chemin d'accompagnatrice de fin de vie. Par exemple, j'ai perdu mon odorat il y a 15 ans. Ça n'a rien à voir avec être doula. Mais en réalité, c'est vachement utile de ne pas avoir d'odorat quand tu es dans ces circonstances. Je parle plusieurs langues. Vachement utile de parler plusieurs langues là-bas. Je suis quelqu'un qui peut se mettre au diapason des autres, les écouter. Je suis un problem solver. Donc j'écoute les autres et je vois où je peux les aider et je trouve des solutions. Et toutes ces choses-là, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, se sont mises ensemble. Et les circonstances de la vie ont fait que je me suis retrouvée un jour dans la possibilité d'être doula. Et c'était quoi ces circonstances concrètes qui t'ont amené à être doula de fin de vie ici à New York? Eh bien, j'ai eu 2 amis qui sont morts, 3-4 ans, et que j'ai accompagnés, parce que bien sûr c'est des amis, donc ça ne se posait pas la question. Mais je les ai accompagnés de manière très proche. Et comme je suis une personne qui n'a pas de tabou et qui peut parler vraiment de tout, sans drame, ça permet d'avoir des conversations avec des gens qui sont en fin de vie que personne d'autre ne peut avoir. Parce que qui va aller parler de comment faire l'amour avec son mari une fois qu'on t'a enlevé les ovaires? Comment ça se reconstruit? Personne ne te parle de choses comme ça. Qui va aller parler? Il y a 1000 choses comme ça dont on ne parle pas. La mort, on n'en parle pas beaucoup, on la parle déguisée. D'ailleurs, si tu regardes le vocabulaire américain, on te dit « il est passé », tu vois. Moi, je suis arrivée une fois sur le floor de doula, j'ai dit « mais où est-il, ce patient ?» On m'a dit « il est parti ». J'ai dit « mais il est parti où ?» Eh ben, il était mort. Tu vois, il y a des tas de mots, des tas de situations qui sont tabous, dont on ne parle pas. Et moi, j'en parle tout à fait naturellement. Et ça libère beaucoup les patients et les familles qui souvent ne trouvent pas les mots. Donc ça les aide. Tu parles de ton parcours de femme, et je me pose la question au fond, est-ce qu'il existe des hommes accompagnateurs de fin de vie? Est-ce que ça existe, ça? J'en ai rencontré 2. Je pense qu'il y a plus de femmes. En tout cas, dans les séminaires où j'ai été pour être formée, parce qu'on nous forme, bien sûr, pour ça, il y avait 98% de femmes. Mais je peux expliquer, et elles avaient toutes le même profil. C'était des professeurs de yoga, des psychothérapeutes, des social workers, des gens qui sont tournés vers l'autre. Et qui étaient souvent âgés, parce qu'elles ne travaillaient plus. Et c'est là qui explique qu'il y a beaucoup de femmes, c'est que
Souvent, les femmes qui sont end-of-life doula et qui font ça volontairement, donc, il faut que quelqu'un paye le loyer et les nourrisse. Donc, généralement, elles sont nourries par un mari ou elles ont de l'argent, enfin, quelque chose comme ça. Il y a moins d'hommes qui sont dans cette situation que de femmes. Je crois que ça explique un peu ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris d'essentiel dans cette formation que tu évoques pour devenir doula de fin de vie? D'essentiel, pas grand-chose, dans le sens où tu apprends tout l'aspect médical de la chose, parce qu'on te prépare quand même à ce que tu vas voir, et c'est quand même assez corsé de temps à autre. Par exemple? Puis il y a du pu partout, il y a du sang partout, il y a des gens qui vomissent, tu vois des gens en souffrance tout le temps, tu vois, et dans des situations pas très ragoûtantes, tu vois, pour la plupart des gens. Mais moi, j'ai la chance, ça ne me dérange pas, tu vois. Donc je suis tout à fait capable d'aider les gens dans ces moments-là, et ils l'apprécient beaucoup parce qu'il y a peu de gens qui peuvent faire ça. Donc c'est ça. Mais alors ce que j'ai appris, pour revenir à ta question, c'est donc l'aspect plutôt médical de la chose, les procédures, l'administration, etc. Au niveau de comment gérer les patients, on te donne des lignes, tu vois, mais c'est vraiment du terrain. Tu sais le faire ou tu sais pas le faire. Je peux pas te dire autrement. Et j'ai vu des gens qui ont vraiment essayé, qui étaient de bon cœur et qui n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à établir le contact avec l'autre, ils n'arrivaient pas à écouter, à aider, ça marchait pas. Et puis il y en a d'autres, ça vient naturellement. Et moi, je me dis que j'aurais dû faire ça bien avant parce qu'en fait, je m'y retrouve bien. On va parler du contact avec ces patients. Tu les appelles des patients, comment est-ce que tu les appelles? Moi, je les appelle par leur prénom. Je tutoie tout le monde. Dans toutes les langues que je parle, je les tutoie toujours et je les appelle par leur prénom. Ils m'appellent par mon prénom. Je viens pas en blouse, je suis toujours habillée en civil, ce qui permet un contact très différent. Parce que on me parle pas comme un thérapeute, on me parle comme une personne qui vient pour te prendre dans ses bras, pour t'embrasser, pour rincer la bouche de quelqu'un qui peut plus, que tu vois des choses comme ça. C'est très différent comme approche. Avant ça, est-ce que tu as besoin de te préparer avant même le premier contact? Oh, certainement. Ce que je fais, c'est quand je viens dans le palliative care, je pose mon manteau, je prends la liste des patients et je m'assois et je lis la liste des patients et pendant que je fais ça, je rentre en moi-même. Et ça me permet de me concentrer, de purifier l'air un peu qui est autour de moi, de me préparer entièrement, d'être là, ici et maintenant. Et il pourrait tomber une bombe dehors, je m'en apercevrais pas, tu vois. Je suis tellement là. Et à partir de là, je vais voir les nurses, on discute des différents cas et elles m'envoient ici et là. Et donc, je vais aller rencontrer chaque patient dans sa chambre, qui sont dans des états très différents les uns des autres, bien entendu. Il y a ceux qui sont non responsifs, ceux qui peuvent parler, ceux qui n'ont pas leur tête, ceux qui sont tout seuls abandonnés, ceux qui sont en souffrance. Enfin, il y a 1000 cas de figure. Et à chaque fois, avant d'entrer, je me mets tranquillement, je respire un coup et je rentre. Et je leur fais mon petit speech de bonjour, je suis Pascal, je suis une volontaire, etc. Je travaille à Mount Sinai, je leur explique ce que je fais. Mais en réalité, cette minute où je leur explique qui je suis, c'est une manière pour moi de mettre le thermomètre dans la chambre et de prendre la température de ce qui se passe. Je peux, mais dans la minute, et je me trompe rarement, sentir où en sont les gens spirituellement, où est la dynamique du groupe, s'il y a de la souffrance, les attentes des uns et des autres, les non-dits. Je peux pick up ces choses-là, je ne sais pas pourquoi. Et donc, en fonction de là, je commence à naviguer. Et nous naviguons tous ensemble et on voit où ça nous mène. Alors tu reviens juste des soins palliatifs. Oui. Comment ça s'est passé cet après-midi? Ah, cet après-midi, j'ai eu encore plein d'aventures. Celle qui m'a touchée le plus, c'était un vieux monsieur noir qui devait avoir, je crois, 75 ans, qui était assez défiguré. On voyait qu'il avait bien souffert. Il était maigre, le malheureux, et il était vraiment en fin de vie. Je me doutais bien qu'il allait partir dans les quelques heures qui venaient. Donc j'ai passé du temps, il était tout seul, il n'avait pas de visiteur. J'ai passé du temps avec lui. Je me suis présentée et il ne répond pas parce qu'il est non-responsive. Il avait un ventilateur, mais moi, je me présente et je lui dis où il est. Je lui explique qu'il est dans un endroit où on va s'occuper de lui, où il ne doit pas avoir peur, où les gens sont caring for him, que
que moi-même, je l'aime beaucoup, ce qui est vrai. Je suis vraiment en état de compassion entière à ces moments-là. Et je lui dis qu'il va partir en voyage et que c'est OK. On s'est occupé de tout, qu'il peut se relaxer, lâcher prise. Tu vois. Tu parles, mais est-ce que tu le touches aussi? Ah Est-ce que oui, oui, tu... oui. Moi, oui, normalement, on ne devrait pas vraiment. Mais moi, je ne peux pas faire autrement. Je prends toujours la main du patient. Et souvent, quand il est en douleur, alors la première chose, je ne t'ai pas dit, mais la première chose que je fais quand je rentre dans une chambre, c'est de regarder le niveau de douleur du patient. Qu'on peut voir parce que soit il te le dit s'il peut parler, mais s'il ne peut pas parler, il grimace, il fronce les sourcils, il est agité. Enfin, il y a des signes qu'au bout du compte, on reconnaît très bien. Et quand je vois ça, je vais tout de suite chercher une nurse en lui disant, tu sais, peut-être cette chambre, ce monsieur, peut-être on pourrait... Et elle vient, à chaque coup, il leur donne un peu plus de médecine. Et de là, tu vois, il se relaxe plus. Donc une fois que je fais ça, que je me suis assurée que le patient va bien, ensuite, je vais m'occuper de son bien-être physique, dans le sens spirituel, et tu vois, comme ça. Et puis ensuite, la famille, bien sûr. Est-ce qu'il y a des patients, est-ce qu'il y a des mourants qui refusent ton accompagnement, ton Tout à aide, ta fait. présence? Tout à fait. Il m'est arrivé de rentrer dans une chambre et d'avoir un patient qui me dit non, non, je veux voir personne, je veux parler à personne. Et je lui dis c'est aucun problème. Je lui dis qui je suis et je lui dis écoute, moi je suis là pendant quelques heures aujourd'hui. Si tu as besoin de moi, si tu changes d'avis, tu appelles et je viendrai te voir, il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas de moi. Moi, je compte pas dans toute cette histoire. Il s'agit des autres, de l'autre, tu vois. J'ai jamais un sentiment de rejet, jamais. Je comprends très bien. Il est dans un autre endroit. Il veut pas me voir, c'est tout. Tu sais, il y a tellement de manières de mourir, de sentiments, pour ceux qui peuvent en avoir avant, hein, avant de mourir, différents. Je peux très bien imaginer une personne qui est encore en colère. Il y a plein de stades avant de mourir. Et j'ai vu des gens qui sont morts en colère. Et je pourrais imaginer quelqu'un qui est tellement en colère qu'il veut voir personne tellement il est en colère, par exemple. Il y a mille manières. Ou quelqu'un, j'ai vu des gens qui souffrent d'indignité. Des gens qui me disent, oh mais tu sais, j'ai tellement honte quand on me lave les parties intimes. C'est horrible. Et donc, je parle de ça avec eux. Et je leur dis, eh bien, tu vois, rappelle-toi quand tu étais un petit bébé. Tu avais des gens qui te nettoyaient. Et quelque part, c'est un acte d'amour que de nettoyer l'autre. Je dis, peut-être que tu peux le voir comme ça. Je propose toujours une autre version des choses. Je suis bien pour dire, écouter et dire oui, oui, on peut voir les choses comme ça. Souvent, je rentre dans une chambre et j'ai des gens déprimés. Ils disent, oh là là, c'est horrible, je vais mourir. Et je leur dis, oui, c'est vrai, si j'étais à ta place, certainement, je sentirais ça. Mais enfin, tu sais, tu pourrais être aussi sous un pont à Calcutta tout seul, hein, finalement. Quand je repars, ils voient les choses différemment. Parce que c'est vrai. Parle-moi du thé. Je sais Ah. que tu leur offres du thé. Oui, alors je fais un service de thé à 4h30. J'ai un petit cart comme les hôtesses de l'air, hein. Et je vais de chambre en chambre, je donne du thé à tout le monde, que ce soit les infirmières, les médecins, le monsieur de la poubelle, enfin. Mais pas n'importe quel thé. Ah non, ce sont tous des bons thés. J'ai une vingtaine de flavors, des noirs et des comme ci et des comme ça. Et ce thé fait un bien fou aux gens. Ça me permet de leur donner un break qu'ils sont ravis de prendre. Et ça me permet aussi de voir, de communiquer avec eux. Et je vais voir au bout du compte qui a le plus besoin de moi après. Et je reviens après, une fois que j'ai fini de donner du thé à tout le monde, dans les chambres où je sais que je peux faire le plus de différence pour eux. C'est une manière, tu vois, un peu de faire un tri comme ça. Mais ils se régalent. Et au bout des années, je sais quelle culture va me demander quel thé. Tu vois, un Pakistanais te demandera un chai avec de la crème dedans et 6 sucres. Tu vois, un Russe, tu vois. Et chacun a sa culture. Donc en réalité, la première étape de ton travail, c'est de servir le thé. C'est du service. Doula, ça veut dire servante. Absolument, absolument. Mais je devrais dire on est deux alors, parce que je commence aussi mon service, je le commence avec un petit chien. Car j'ai un petit chien qui est un petit Yorkie qui a 3 ans, qui pèse 3 pounds, hein, il s'envole dans le vent. Mais ce petit Yorkie, je le mets dans un petit panier sur ma bicyclette et nous allons à l'hôpital tous les deux. Et donc les infirmières ont dit, ah mardi, tu vas voir le petit chien. Tout le monde attend le petit chien. Et je vais de chambre en chambre voir les patients qui aiment les chiens. Je m'assure toujours qu'ils aiment les chiens. Je ne veux pas non plus qu'il y en ait un qui me fasse une crise cardiaque en pensant que c'est un gros rat, hein. Mais
Ceux qui aiment les chiens, ils sont tellement heureux parce qu'ils n'ont pas leurs animaux. Tu es en fin de vie et la chose qui compte tellement pour toi, c'est ton animal et tu ne peux même pas l'avoir avec toi. C'est ça qui m'a poussé à amener le mien en me disant, il faut partager ce que j'ai avec les autres. Et puis ton chien qui s'appelle Polka, Oui, oui. il est tout petit, il doit provoquer des sourires, Mais ça, des c'est... demandes de caresses, et on revient au toucher aussi. Tout à fait. Alors, Polka, un petit panier. Si la personne me dit oui, oui, j'aime les chiens, je mets le petit panier sur le lit. Polka saute toute seule de son panier et va s'installer dans le cou du mourant ou dans les bras de quelqu'un. Elle est très tactile. Et les gens, à ce moment-là, quand ce sont les patients, ils fondent. Ils fondent de plaisir. C'est vraiment un moment, c'est une parenthèse dans cette misère de fin de vie. Tu vois. Et la famille aussi. Combien de fois j'ai des familles qui se retiennent de pleurer, qui sont, tu sais, très rigides, et tu leur mets un petit chien dans les bras, poum, c'est une manière de pouvoir enlever l'air du ballon, tu vois, quelque part. Et à partir de là, tu commences, quand c'est possible, à rentrer en conversation avec eux. Oui. Ah oui, certainement. Et alors, les premières conversations que nous avons pour les amoureux des chiens, c'est sur les chiens. Et donc, tout de suite, ils vont m'amener la photo de leur chien à eux, et on commence à parler. Et de chiens, nous parlons de maison, et de maison, nous parlons qui vit là, et de la famille, et de fil en aiguille. D'où viennent ces gens, qui sont-ils? Car je suis une grande curieuse de l'autre. J'ai toujours pensé que chacun d'entre nous avait une histoire à dire, à raconter. Et que s'il ne le racontait pas, c'est parce qu'on ne posait pas les bonnes questions. Et donc, moi, je parle avec les gens et ils me racontent tellement de choses. C'est un moment privilégié. On sait qu'on ne se reverra jamais, most probably. Et c'est un moment très fort dans la vie de quelqu'un, hein, de voir mourir quelqu'un ou de mourir. Et quand tu as quelqu'un qui vient et qui vient partager, on va à l'essentiel très rapidement. Quel que soit l'essentiel, pour chacun c'est différent l'essentiel. Et de là, on peut tisser tous ensemble une histoire. Est-ce qu'il y a des histoires qu'on t'a racontées qui t'ont mis mal à l'aise? Oh, certainement. Une fois, j'ai accompagné un vieux monsieur qui était allemand, qui devait avoir 90 ans passés. Je me suis bien entendu posé des questions et j'ai été le voir. On a commencé à papoter et je lui ai demandé où il était pendant la Deuxième Guerre. Et il m'a dit qu'il était en Allemagne. J'ai mis deux et deux ensemble et j'ai commencé à parler avec lui. Et parce que j'ai joué, je ne juge personne, jamais, quel que soit l'autre. Car on ne sait rien de l'autre, on ne sait pas ce qui pousse les gens à agir. Et on ne sait pas nous-mêmes si dans telle ou telle circonstance, ce qu'on ferait. Donc, il ne faut jamais juger. Donc, je suis là avec ce monsieur et je lui explique, oui, tu sais, ma grand-mère était là-bas aussi. C'était dur pour tous, que tu sois allemand, français. C'est tellement difficile, les guerres. Et on a tellement peu de choix. Et comme il voit que je comprends son point de vue, il se livre plus. Et en fait, il avait été un nazi en Pologne, dans des années bien définies. Et j'ai eu cette seconde où je me suis dit, je vais l'étouffer avec l'oreiller. Et puis après, bien entendu, je ne l'ai pas fait. Et bien entendu, je me suis reprise. Et je me suis reprise en disant, mais enfin Pascal, tu n'as pas à faire ça, tu n'es pas le juge, tu es là pour l'accompagner. Je me suis reprise, je l'ai accompagné. Mais ça, c'était un exemple. J'ai eu un père incestueux comme ça. J'ai eu aussi un monsieur qui battait sa femme. Enfin, tu vois, des gens qui se sont conduits dans la vie d'une manière questionnable, on va dire. Et là, quand il te l'avoue et qu'il partage avec toi, bah, il faut respirer un grand coup pour ne pas prendre l'oreiller et l'étouffer. Quand tu disais tout à l'heure, pour avoir une conversation, il faut poser les bonnes questions. Oui. Est-ce que de façon beaucoup plus importante que la question, il y a l'écoute? Il faut qu'on sente qu'on est écouté pour pouvoir commencer à parler. Et toi, tu écoutes. Ça va sans dire. Pour moi, ça va sans dire. Tu vois, quand tu es doula, tu n'as pas d'ego. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas d'ego. Je vais là-bas et il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'autre. Par conséquent, tu écoutes parce que c'est de l'autre dont il s'agit. Et tu comprends tout de suite la douleur de l'autre. Ils sont en souffrance, toutes ces personnes, que ce soit la famille ou le patient. Quand quelqu'un est en souffrance, tu ne peux qu'écouter, tu ne peux que compatir. Et en écoutant, en compatissant,
J'ai aussi mon autre jambe qui se dit mais comment je peux l'aider? Et de là, je crée tu vois, des situations aussi bêtes que de leur trouver un parking pour pouvoir se garer, aussi bêtes que de trouver quelqu'un qui va s'occuper de leur chien. Tu vois, des choses aussi simples que ça. Mais cette détresse, est-ce qu'elle vient de leur état physique ou simplement du fait qu'ils approchent de façon consciente de l'extrémité de leur vie, qu'ils vont mourir? Il y a les deux, dans le sens où il y a quand même des patients qui meurent en souffrance physique. J'ai très peu vu de gens mourir avec sérénité, en se disant je vais mourir, je meurs les yeux ouverts, tout est cool, ça va bien se passer. Non, je vois pas souvent ça. Mais tu le vois quand même. Je l'ai vu particulièrement avec des personnes qui ont pratiqué le bouddhisme tibétain, parce qu'ils ont une approche de la mort différente. Je le vois avec des personnes qui sont en fait religieuses souvent. Des catholiques par exemple qui vont te dire ah mais moi je vais aller au paradis et mon papa et ma maman m'attendent là-bas. Donc ces gens-là ont un réconfort dans cette, je ne vais pas dire cette illusion parce que pour certains c'est pas une illusion, mais dans cette croyance d'un au-delà. Celui qui n'y croit pas, c'est plus difficile pour lui, c'est clair. Il y a des gens qui meurent les yeux ouverts. J'en ai connu deux, quand même, qui pouvaient parler et qui disaient, moi, je ne veux pas de drogue, je ne suis pas en souffrance, je vais mourir. Ma qualité de vie n'est plus ce qu'elle vaut. Il faut dire qu'ils étaient dans un tel état physique, les pauvres. Continuer de vivre comme ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais me laisser partir. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et je crois que 15 jours après, ils étaient morts. Ça, c'est pour des adultes, c'est Oui. pour des êtres conscients. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé d'accompagner des enfants jusqu'à la mort? Oui, alors des enfants, non, parce qu'il n'y a pas de service palliatif pour enfants. La plus jeune personne que j'accompagnais, c'était une jeune femme, Mélissa, qui avait 20 ans, qui avait une leucémie. Et cette Mélissa, je m'en souviendrai toujours parce que quand je suis rentrée dans sa chambre, il y avait son papa, sa maman, et je sentais, nous parlions, et je sentais très bien que Mélissa voulait me parler sans ses parents. Je me suis arrangée, j'ai dit aux parents, mais écoutez, pourquoi n'allez-vous pas prendre un café dans la chambre, dans la family room? Ça vous fera un petit break et moi je reste avec Mélissa. J'avais le chien avec moi. Et ils me disent, ah oui, quelle bonne idée. Ils partent. Dès qu'ils sont partis, Mélissa se tourne vers moi et elle me dit, je lui dis, Mélissa, tu as peur, je vois que tu as peur, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle me dit, écoute Pascal, je crois que cette fois-ci, je ne vais pas y arriver. Et je lui dis, tu ne vas pas arriver à quoi? Elle me dit, je crois que cette fois-ci, je ne vais pas arriver à continuer à vivre. Je lui dis, écoute, c'est possible, peut-être que tu te trompes, mais c'est possible. Et on a commencé à parler, tu vois, comment parler à ses parents, comment dire qu'elle a peur, que faire. Elle me dit à un moment, tu comprends, on m'a volé ma vie. Et je lui dis, t'as raison Mélissa, on t'a volé ta vie, c'est dégueulasse de mourir à 20 ans, c'est pas cool, je suis sûre que t'avais pas signé pour ça. Il faut faire avec si c'est ça. Je lui dis, il faut que tu profites de tout ce que tu peux faire à chaque instant. Je lui dis, les minutes pour toi comptent double dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Tu vois. Je lui dis, regarde, tu es avec mon petit chien. On va en profiter pendant 1 heure. On va se faire des bisous avec le chien. Et la musique? Ah, la musique, très important, la musique. Je joue beaucoup de musique aux patients qui sont NR, qui ne parlent plus. Par exemple, cet après-midi, j'ai eu donc ce vieux monsieur noir qui était là. Il était vraiment en fin de vie. Et alors, il avait un ventilateur. Donc, quand ils ont un ventilateur, tu vois les poumons qui respirent. Mais en réalité, tu peux être mort et avoir des poumons qui respirent. Et j'ai passé du temps avec lui. Je lui ai joué de la musique du Negro Spiritual. Et donc, nous étions en train d'écouter, ce monsieur et moi, We Shall Overcome. Et c'est cette chanson qui est si powerful de ce monde. Et ce monsieur-là, je vois une petite larme qui coule quand il écoute cette chanson. Je suis très émue de ça, parce que je me rends compte que ça résonne quelque part. Et puis, 1 heure après, je suis toujours avec lui, et je trouve qu'il a quand même la main vachement froide. Je cherche le pouls, j'arrive pas à trouver le pouls. Je me dis, il faut quand même que j'aille chercher l'infirmière. L'infirmière vient, elle cherche le pouls, elle me dit, j'ai du mal à trouver le pouls, hein. Elle va chercher l'infirmière en chef qui vient et le monsieur était mort pendant que nous écoutions cette chanson. Et c'était un grand bonheur pour moi d'avoir pu
l'accompagner à ce moment-là avec une si belle chanson, si powerful. Quel honneur il m'a fait. De quelle façon est-ce que ce travail résonne en toi? Pour moi, je dis toujours, j'ai le salaire le plus élevé de tout l'hôpital, car je suis payée de 1000 sourires, de 1000 embrassades. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu arrives à faire sourire un malade qui n'a pas souri depuis des jours, qui est en tristesse, tu vois, et que tu leur donnes une petite visite comme ça, qui va leur donner tant de joie, tu rentres à la maison, tu es content, c'est une belle journée. Le fait de pouvoir donner tant de plaisir à ceux qui souffrent, d'avoir cette capacité de les aider. Mais indépendamment de ce plaisir, de ce Oui. plaisir immédiat, il y a la projection, le fait qu'on ne peut pas ne pas se projeter dans le futur Yes. et dans l'imminence de la mort. Est-ce que tu as appris des choses pour toi-même? Alors, j'ai appris qu'on ne sait rien. À ce jour, j'ai vu des tas de gens mourir et à ce jour, je suis incapable de te dire s'il y a une vie après la mort ou pas. Je n'en sais rien du tout. Je me dis, peu importe s'il y a une vie après la mort. À la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout? L'important, c'est de vivre le ici et maintenant, le mieux qu'on peut, en homme et en femme debout, de la meilleure manière qu'on peut faire avec les outils qu'on a. Et je crois que c'est la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que faut pas avoir peur de la mort parce que de toute façon, elle va arriver. Alors, c'est pas la peine de pas endormir, autant endormir, elle va arriver. Au fond, que signifierait être prêt à mourir? Ça voudrait dire quoi si c'était possible? Tu m'as parlé des religieux tout à l'heure, Oui. mais qu'est-ce que ça voudrait dire cette expression être prêt à mourir? Comme je l'entends, être prêt à mourir, c'est quelqu'un qui va mourir. Alors, tout dépend s'il est conscient ou pas, bien sûr. Mais s'il est conscient, c'est quelqu'un qui va mourir dans la sérénité, qui aura ce sentiment de pouvoir partir tranquille. Il a fait ce qu'il devait faire. Et je m'aperçois à ce sujet que les gens qui meurent mieux que d'autres, ce sont des gens souvent qui ont eu des enfants, des petits-enfants, une famille, qui ont construit dans une communauté, des gens qui n'ont pas été isolés. Les gens qui ont fait le choix de vivre seuls, que je respecte tout à fait, et qui souvent n'est pas un choix d'ailleurs, hein, au bout du compte, ils sentent que mince, ils auraient pu faire mieux. Ce que tu dis, c'est qu'on meurt comme on a vécu. Si on a vécu seul, on meurt seul et la détresse est d'autant plus forte. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec les gens qui sont seuls. Parce que quand je vois des gens qui meurent, où il y a 10 personnes dans la chambre, c'est la famille. Et alors, en fonction des cultures, tu as des familles très gaies. T'en as où tout le monde est en train de rigoler autour du mort qui va arriver. C'est quelle culture ça qui rit? Alors, tu peux avoir des cultures hispaniques et tu peux avoir des cultures des gens noirs aussi. Ça peut arriver. Et je suis la première à faire rire, à la dernière minute de sa mort, je suis à faire rire le mourant, moi. Parce que j'essaye de donner une légèreté à tout ça. Et je peux te raconter, par exemple, je me souviens d'un monsieur qui était en fin de vie, il est mort quelques heures après, et il ouvre un œil et il me dit, il était sous morphine, le pauvre, alors il voyait des tas de choses, et il me dit, je suis mort. Et je lui dis, non, non, pas encore. Et je me suis dit, merde, c'est peut-être pas ce qu'il fallait dire. Et je vois toute la famille qui a une seconde de pause, et puis tout le monde éclate de rire. Tu vois, il arrive des choses. Tu accompagnes des personnes pour aborder le passage final, pour aborder l'au-delà de la vie. Est-ce que tu as appris quelque chose pour aborder les passages à l'intérieur de la vie, pour aider les gens à changer, pour même t'aider toi-même à changer, à évoluer? Oui. Alors oui, il y a des tas de choses que j'ai appris. Je ne l'ai pas appris en étant doula. Je l'ai appris dans la vie et ça m'a servi en tant que doula. Par exemple, moi, je suis une personne qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il m'arrive des tas de tuiles, il m'arrive des tas de situations inimaginables. Je me casse le pied et je me dis, mon Dieu, mais alors merde, je vais plus pouvoir aller me promener en montagne. Et je me dis, mais quelle bonne occasion pour peindre! Donc, essayer de transformer les choses qui sont difficiles, le verre à moitié vide, vois l'autre côté. Repositionnons les choses. Je t'ai posé beaucoup de questions. Oui. Est-ce que tu souhaites m'en poser une? Mais oui, je suis curieuse de savoir pourquoi tu m'as choisi pour faire une interview avec toi. Mais parce que quand on s'est rencontrés, que tu m'as parlé de ce que tu faisais, je me suis dit que c'était
c'était au fond au cœur de ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire d'accompagner avec des invités très différents, Oui, travaillant dans oui. des domaines très différents, accompagner des gens qui ont envie de changer avec des histoires inspirantes. Oui, oui. Mais c'est vrai, on a un chemin très parallèle, tu vois, dans ce sens-là. C'est aller à la rencontre de l'autre pour partager, mais d'une manière profonde, intime, essentielle. On est tous dans des passages, tu vois, parce que les partages nous enrichissent et étant enrichis, on peut aller plus loin. On passe de porte en porte, tu vois. Je vais sortir de la pièce, je vais te laisser le micro et s'il te plaît, ajoute ce que tu souhaites à l'entretien. Ok. Eh bien, me voilà donc avec ce micro. Je vais vous dire que dans la vie, il nous arrive plein de choses. Et il y a toujours une main, quelque part, qui peut se tendre vers vous. Il faut aller chercher ces mains, il y a plein de mains qui se tendent. Et j'aimerais tellement qu'on puisse tous se donner la main et faire une grande chaîne d'union quelque part. C'est un beau rêve, mais qui sait, on commence à être un, à être deux, puis trois. Et c'est ainsi qu'elle commence, cette chaîne. Merci Pascal d'avoir partagé ton histoire dans Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast et de visiter le site de soundslikeportraits.com. C'est Philippe Ingard, à bientôt.